Oui, bonjour. Alors, bon, ça, c'est un bout d'un jardin de production de semences. Donc, est-ce que c'est correct le son comme ça? Ça va? Alors, on voit des arroches, un épinard ancien, de la laitue, des oignons. Et d'habitude, je parle de ça, donc des plantes de mon jardin et de la production de semences et de l'utilisation des plantes. Donc, je suis beaucoup plus à l'aise quand je parle de mon jardin. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler de tout ça, mais vu d'en haut, c'est-à-dire de situer la production de semences dans la mouvance générale du 21e siècle et d'où ça vient, la production de semences, comment on se situe en tant que producteur de semences au Québec aujourd'hui. Donc, on va être obligé de faire un petit retour sur le passé et on quitte le monde des merveilleuses plantes pour aller dans un petit peu plus abstrait, c'est-à-dire des mots, des concepts historiques. Et ceci dit, je ne suis pas historien, je ne suis pas sociologue et je suis vraiment artisan, mais j'ai essayé de... Je me suis rendu compte, dans les foires, on se fait poser souvent des questions genre « Mais qu'est-ce qu'elles ont de spécial, vos graines? C'est quoi la différence entre vos graines puis ce qu'on achète chez Canadian Tire? » ou des choses comme ça. Je suis toujours un peu exaspéré de me faire demander ça parce qu'on ne peut pas répondre en une minute. Donc, dans la petite demi-heure qui suit, je crois que vous aurez quelques éléments pour évaluer un peu la qualité du travail qui se fait dans la salle à côté où se trouvent tous les nouveaux semenciers d'aujourd'hui. Parce que c'est un savoir qu'on a dû réinventer. Parce qu'étonnamment, même si c'est central dans toute la chaîne alimentaire, bien, la semence, elle a été un peu sortie de notre culture et elle n'est même pas, la production de semences n'est même pas enseignée dans les institutions d'enseignement d'agriculture. Alors, les grandes lignes de la situation semencière au Québec, et on va finir avec l'évolution de la perspective d'avenir, qui est la partie qui m'intéresse finalement. Donc, on va juste faire un petit retour dans le passé pour mieux saisir nos perspectives. Donc, l'évolution jusqu'à aujourd'hui, donc ça commence l'histoire de la semence à la préhistoire où quelqu'un a vu une plante monter en graines et a observé que les graines qui tombaient autour du plant mère étaient similaires plus ou moins au plant d'où venaient les semences. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à utiliser la semence comme façon de propager les plantes consciemment. Et on s'est rendu compte que ça reproduisait les traits du plant d'où originaient les semences. C'est comme ça qu'on a développé des lignées complètement différentes des mêmes plantes botaniques. Donc, il existe des céleri raves à l'épicerie puis des céleri tiges. Bien, botaniquement, c'est Apium graveolens. C'est exactement la même plante, la même espèce, mais qui a été choisie par l'homme sur des siècles et des siècles pour en faire deux plantes assez différentes. Vous comprendrez que le céleri rave, les tiges sont raides et puis sèches, tandis que le céleri tige, la racine est atrophiée et puis elle n'est pas très intéressante à consommer. Donc, le début de l'histoire de la graine commence avec cette sélection-là. Vous allez voir que le concept de sélection, c'est ce qu'il y a de plus central dans le travail des semences. Donc, la préhistoire étant le début de l'adaptation et de la dissémination sur le territoire des graines, suivi à ça une ère paysanne que je situe entre la préhistoire et la Première Guerre mondiale. Donc, vous voyez que ce n'est pas un concept vraiment d'historien. C'est vraiment pour brosser le portrait avec un gros pinceau pour qu'on saisisse ça dans une petite demi-heure. Suivi par l'ère industrielle qui a provoqué des changements sans cesse en accélération dans le monde des semences, qui perdurent aujourd'hui. Et est apparu un renouveau paysan, c'est-à-dire un groupe d'humains qui ont décidé qu'il y avait des choses dont on s'était débarrassé qui avaient de l'allure et puis qui avaient de la valeur et puis que pourquoi on n'irait pas retrouver ces façons de faire parce qu'il y avait des bienfaits, entre autres des plaisirs, les plaisirs du goût, de la texture, des couleurs. On s'est rendu compte que dans ce dont on s'était débarrassé, bien, il y avait plusieurs sources de plaisir. Donc aujourd'hui, on se retrouve un peu à être opposé, quand on est un nouveau paysan semencier, au génie génétique des OGM. On est les deux opposés dans la chaîne de production de semences. Donc comme j'ai dit, à la préhistoire, bien, il y a eu tout un travail d'adaptation locale et donc de dissémination, parce que par les graines, on peut faire bouger un jardin. Donc c'est cette conscience-là le début de l'agriculture tient vraiment en cela. Et j'ai parlé du céleri rave, céleri, mais on peut voir ça dans presque toutes les plantes qu'on consomme, qui étaient à l'origine tout petites, les tomates d'origine, qui ont été toujours sélectionnées pour des plants
des fruits plus tendres ou plus gros, plus juteux. On est allé dans certains excès aujourd'hui parce qu'on va sélectionner beaucoup pour le goût sucré et des choses faciles à manger au détriment, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le reportage qu'il y a eu à Enquête dernièrement, au détriment de la valeur nutritive souvent. Donc souvent, malheureusement, on se rend compte aujourd'hui que nos mauvaises herbes sont souvent beaucoup plus nutritives que nos légumes cultivés. Alors, c'est sûr qu'il y a des goûts, il y a des cultures, il y a des choses qui sont... Ces goûts-là ne sont pas les mêmes dans un pays puis un autre. Comme en Italie, on mange beaucoup plus de légumes amers qu'en Amérique du Nord, par exemple. Et donc, on a accès à certains nutriments qui sont déficients dans nos aliments nord-américains. Donc, le dernier mot, c'est échange. Et puis, c'est parce que les semences, c'est aussi un genre de monnaie d'échange. Donc, il y a une table, j'en profiterai pour vous souligner qu'il y a une table d'échange de semences ici. Donc, souvent, les gens nous disent, oui, il y a bien trop de semences dans le sachet. Donc, oui, vous pouvez avoir 500 semences et vous en avez besoin de 50. Eh bien, vous pouvez, avec une loupe et des pinces à épiler et des petits sachets, subdiviser votre sachet comme on fait tout le mois de décembre, janvier, février. En fait, on fait de l'ensachage. C'est un travail de minutie. Comme ça, vous pourrez comprendre un peu mieux notre travail. Donc, l'ère paysanne, c'est l'ère qui m'intéresse beaucoup parce que c'est ce qui nous a inspirés. Je dis nous, je parle de mes prédécesseurs et mes mentors, les gens qui se sont référés à cette période de gloire de l'évolution des variétés. C'est là que se sont créées les meilleures variétés de tomates qu'on connaît, les haricots. C'est une période où l'héritage, entre autres autochtone, a été réutilisé en Europe avec la conquête. Donc, les maïs, que je dirais qu'on retrouve dans la polenta du nord de l'Italie, bien, quand on analyse l'ADN de ces maïs-là, bien, ça ressemble étrangement aux maïs autochtones des Abénakis du nord-est de l'Amérique du Nord. Donc, c'est des appropriations, finalement, qui ont lieu partout dans le monde avec les conquêtes et puis la mouvance des êtres humains et qui a créé cette richesse-là. C'est une époque, et je ne l'ai pas mis sur le panneau ici, une des choses les plus importantes, c'est que tout ça appartenait au domaine public. Donc, le domaine public, c'est que les semences, c'est quelque chose qui appartient à la société. Il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a pas de brevetage du vivant. On aurait expliqué à un paysan au 18e siècle qu'il y aurait des droits d'auteur sur des graines de céleri ou qu'on n'a pas le droit de récolter les graines et de les revendre, de les réutiliser. Il ne nous aurait pas cru ou il aurait dit c'est un cauchemar. Bien, on vit là-dedans, en fait, en ce moment, dans plusieurs cas. Mais ce que vous pouvez trouver ici dans une foire de semences, ce sont des variétés dites du domaine public. Donc, le domaine public, ça ne veut pas dire que c'est ancien. On peut créer des variétés nouvelles dans le domaine public. C'est dans le sens que c'est un bien public que tout le monde peut partager, comme les paroles d'une chanson. On n'a pas besoin de payer pour chanter une chanson. Bien, c'est un peu la même chose. Donc, c'est une époque où tout était basé sur le commerce de proximité. Donc, une des raisons pour lesquelles on se revire vers cette époque-là comme source d'inspiration, c'est parce que la proximité permet la tendreté. Donc, vous comprendrez, c'est assez facile à comprendre que si une laitue doit voyager de Californie jusqu'à Québec au mois de janvier, bien, il ne faut pas qu'elle soit trop tendre, parce que si elle est trop tendre, elle va faner en cours de route. Donc, on a privilégié certains critères de sélection. On revient toujours aux critères de sélection. Donc, finalement, dans beaucoup de cas, les critères de sélection sont économiques au détriment du plaisir de la personne qui va consommer le produit. Donc, on parle d'amélioration, de variété, puis de race primitive, de race locale, land race. C'est un concept que je vais y revenir un peu plus tard, pas dans l'émission, mais dans la présentation. C'est un concept qui d'habitude, c'est un concept du passé. Donc, c'est un peu l'assurance récolte, je l'ai marqué ça, assurance récolte biodiversité. C'est un peu l'assurance récolte d'antan, c'est-à-dire que de cultiver beaucoup de diversité, une plante avec un bagage génétique très diversifié nous donne plus d'assurance qu'une partie de la récolte va survivre aux aléas de la vie, c'est-à-dire les tempêtes de grêle, les attaques de sauterelles, un troupeau de cheval qui piétine le champ. Donc, plus on a de la diversité génétique dans et ce qui n'est pas toujours visible à l'œil nu, parce qu'on peut avoir des laitues romaines toutes vertes, mais dont les graines peuvent être de deux couleurs, noire et blanche. Quand on analyse l'ADN en laboratoire, on peut déceler des grandes différences d'un plan à l'autre. Et puis certaines de ces choses invisibles peuvent être une résistance à un virus, une résistance à un insecte,
une feuille un petit peu plus coriace qui va résister un peu plus au vent. Donc, dépendant de ce qui se passe dans la vie, il y a toujours quelque chose qui arrive à maturité. Donc, c'était un genre d'assurance récolte. Donc, il y a des gens au 21e siècle qui reviennent à cette vision d'assurance récolte, principalement des gens qui ne vont pas nécessairement faire confiance au système actuel de l'agriculture industrielle, qui propose des variétés tout le contraire, qui sont beaucoup plus uniformes et avec un bagage génétique limité. Donc, si on passe à la... Voyons, je suis revenu au lieu d'avancer. Si on passe à l'ère industrielle qui suit cette ère paysanne, bien, c'est une ère justement où on a eu les premiers hybrides F1 qui ont vu leur apparition et la monoculture a pris le dessus sur la polyculture. Je pense que je vous apprends rien, mais c'est important d'y revenir pour mieux comprendre les choix qu'on a fait aujourd'hui pour revenir à la polyculture et à cette assurance qui nous permet de mieux s'adapter aux changements climatiques, entre autres. Donc, l'uniformisation a fait en sorte qu'on pouvait développer des variétés qui avaient des résistances totales à un pathogène. Donc, des variétés qu'on appelle de résistance verticale. Donc, ça peut être un virus ou une bactérie. Donc, la variété va résister, mais 100%, contrairement à la race locale primitive, dont certains individus vont survivre et d'autres pas, parce que le bagage est très différent d'un individu à l'autre. Vous comprenez un peu, c'est des populations beaucoup plus uniformes, mais moins riches en gènes. Donc, ce contrôle et cette résistance totale vient avec un phénomène qu'on appelle d'entonnoir génétique. Donc, on perd des gènes pour arriver à quelque chose de beaucoup plus égal et uniforme. Donc, en même temps, tout ça est venu avec des intérêts économiques. Donc, tout ça a été intégré. Comme on le sait, les compagnies qui vendent les semences aujourd'hui sont les mêmes compagnies qui possèdent les sous-lignes de produits de pesticides, en fait, ceux qui vendent les semences sont les mêmes qui vendent les pesticides. Donc, on peut se demander s'ils veulent vraiment développer des variétés résistantes aux intempéries puis aux maladies, s'ils vont perdre des ventes de pesticides. Donc, c'est une des raisons qui a poussé des gens à travailler d'autres formes de travail. Et c'est de ça que je vais vous parler principalement aujourd'hui. Donc, le renouveau paysan et ses précurseurs. Je dis précurseurs parce qu'il y a quand même eu des gens avant le renouveau. Je date du renouveau là, de ce que je connais parce que moi, bon, j'ai 53 ans, je suis rentré dans ce monde-là à environ 30 ans. Et il y avait le programme semencier du patrimoine, Semences du patrimoine Canada, ici, qui était déjà assez actif autour de la ville de Québec avec Antoine Davignon, qui est décédé maintenant, qui a vraiment beaucoup fait pour faire connaître ce renouveau semencier. Et donc, avant ce renouveau, qui date des années 80, je dirais, il y avait quand même des traditions en Europe qui étaient très fortes. Puis, entre autres, tout le volet biodynamique de la culture biologique en Europe prenait en compte la semence plus que d'autres, parce qu'en biodynamie, on va vraiment porter une attention à chaque partie de la plante, racines, tiges, feuilles, fleurs, fruits. Donc, la partie semence était d'un intérêt primordial pour les biodynamiciens. Donc, il y a eu tout un travail de sélection génétique très fort en Suisse, en Allemagne, issu de cette mouvance biodynamique. Mais parallèlement à ça, il y a toujours eu de la production de semences dans les pays comme la France, l'Italie. Les endroits comme l'Italie aujourd'hui sont plus dans une forme de résistance. Au lieu de développer, comme nous, des fêtes de semences avec plein de petites entreprises semencières, bien, il y a plus du troc entre... donc, ils vont faire ça incognito. Je te donne un mouton, tu me donnes des graines de navet, des trucs comme ça. Tandis qu'en France, il y a une résistance plus ouverte au grand jour, des compagnies qui vont défier les lois en place pour le marché européen, à Bruxelles, qui interdisent certains types de commercialisation de légumes non inscrits au catalogue officiel. En Amérique du Nord, on n'en a pas de catalogue officiel, donc on peut faire ce qu'on veut. On peut planter des OGM ou planter des légumes et leur donner le nom qu'on veut, faire les croisements. Et donc, c'est pour ça que moi, sur ma ferme, dans le rang de l'Embarras, ben, j'ai croisé un chou ancien du Poitou avec un chou écossais. Je l'ai appelé chou branchu de l'Embarras. Et puis, il n'y a pas de police qui va venir me dire « Non, 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 tu n'as pas le droit de vendre ça. C'est pas officiel, rien. » Donc, on jouit de cette liberté-là. Et heureusement, il y a de plus en plus de jeunes qui voient l'opportunité de reprendre contrôle dans une espèce d'autonomie semencière
qui était un terme qu'on n'a jamais entendu beaucoup dans la bouche des politiciens qui parlaient d'autonomie alimentaire. C'est-à-dire que j'ai souvent entendu parler d'autonomie alimentaire, mais on ne parlait jamais d'autonomie semencière. Donc, c'est une prise de conscience assez récente, étonnamment, mais c'est ça. Alors, j'ai parlé de l'influence de l'Europe, qui est encore très forte, mais il y a tous les peuples, je veux dire, les peuples qui sont plus proches de la terre, que ce soit en Afrique, en Asie, tous les peuples paysans ont leur tradition semencière, souvent gérée par les femmes du peuple. C'est souvent une activité féminine, comme beaucoup d'activités qui demandent une attention aux détails et puis beaucoup d'heures de travail et peu de rémunération. Mais parallèlement, dans un monde plus occidental, on a eu toute la côte ouest américaine qui a un climat de prédilection. Une des raisons pour lesquelles la plupart de nos semences viennent de la côte ouest américaine, de l'Oregon, de l'État de Washington, c'est parce qu'ils ont le climat qu'il faut pour faire ça. Sauf qu'ils sont aussi sur la faille de San Andreas. Donc, bien que 80, ou je ne sais pas c'est quoi le pourcentage de nos graines qui viennent de là, je veux dire, si jamais il y a un cataclysme, on est complètement dépendant, en fait. Donc, ça fait partie des prises de conscience de ces dernières 30 années. Donc, heureusement, le milieu s'est organisé et puis on a de plus en plus de moyens pour améliorer nos connaissances, notre productivité et le partage des connaissances aussi pour infecter d'autres jeunes jardiniers à s'intéresser au monde des semences. Donc, sur la côte ouest américaine, dans le mouvement de variétés du domaine public, bien, il y a eu toutes sortes d'initiatives quand même intéressantes. Donc, il y a des Alan Kapuller de P-Seed s'est mis à déshybrider les hybrides commerciaux apparus pendant l'ère industrielle. Il y a quand même des variétés très intéressantes parmi les hybrides. Et donc, sauf que quand on est captif en tant que client de racheter toujours de la compagnie qui peut décider de l'oublier puis de la laisser tomber d'un jour à l'autre. Donc, en déshybridant un hybride, le redonnant au domaine public en pollinisation libre, on peut rendre cette variété-là reproduisible par l'utilisateur. Donc, c'est quand même intéressant, c'est comme une démocratisation de la semence qui est redonnée finalement à la population. Donc ça, je dirais que l'influence de la côte ouest américaine, elle est très, très importante sur nous. Donc, dans notre beau renouveau semencier paysan, quand je dis les précurseurs aussi, ici, très proche de nous, ben moi, quand je suis arrivé à Kamouraska, je n'étais pas au courant que ce Lucien Dubé-là avait existé. Donc, en 1949, il y avait un homme qui était nettement en avance sur son temps et qui travaillait malheureusement pour la ferme expérimentale de la Pocatière. Je dis malheureusement parce que le gouvernement l'a obligé de clore son occupation de semencier parce que c'était comme un conflit d'intérêt avec son travail de technicien agricole à la ferme expérimentale, mais il avait comme jeté les bases de tout ce qu'on fait aujourd'hui et de pourquoi on est ici. Vous voyez, des fermiers jardiniers de l'Abitibi, Côte-Nord, Saint-Laurent, Gaspésie, Lac-Saint-Jean, Province-Maritime ont obtenu les plus grands succès depuis plusieurs années avec nos semences et nous sont de fidèles clients. Mais c'est ça ma réalité. Une grosse partie de ma clientèle, c'est les gens de la Côte-Nord, de l'Abitibi, du Nouveau-Brunswick, de Gaspésie. Et les gens s'organisent avec leurs voisins. Comme il dit, si votre commande ne forme pas 6 paquets, demandez celle de votre voisin pour avoir un transport payé. Donc, les gens font ça encore aujourd'hui. De Gaspésie, je reçois des grosses commandes parce que les 3 voisins se mettent ensemble pour commander plus, payer juste une fois les frais de transport. Donc, c'est très... J'ai vraiment souri quand j'ai... découvert Lucien Dubé et étant moi aussi au départ un artiste avant de devenir semencier, j'étais ravi de savoir que lui aussi était artiste et semencier. Donc je me sens une espèce de filiation et j'aimerais bien lui rendre hommage officiellement un de ces jours. Donc Lucien Dubé était par exemple un extraterrestre parce qu'il y en avait pas beaucoup dans toutes les régions des gens comme lui à ce que je sache. Peut-être que quelqu'un est au courant d'autres initiatives du genre. Mais moi, j'en ai jamais entendu parler. Donc, des compagnies comme ça, comme celle de Lucien Dubé, c'est pas comme les compagnies, il y a des plateformes de distribution de graines, mais c'est pas la même chose un artisan qui produit des semences localement dans une région nordique et une compagnie qui est basée dans une région nordique et puis qui achète des graines et qui les revend. En général, on n'a pas le même succès. Moi, à Québec, ici, j'avais un ami qui vendait tout ce qu'il fallait pour faire du vin. Les gens venaient lui demander des questions sur le processus, mais finalement, au bout du compte, beaucoup de gens allaient acheter leur
leur matériel pour faire du vin chez Club Price, puis ils allaient le voir, lui, pour avoir les informations puis la technique. Parce que les artisans sont capables de répondre aux questionnements des... Donc, quand les gens viennent nous voir à nos kiosques, on est un peu capable de dire, ben non, celle-là, si vous habitez à tel endroit, mettez pas ça, prenez plutôt... Donc, souvent, les revendeurs ne connaissent pas vraiment les choses qu'ils vendent, et finalement, les graines viennent d'Israël, de Hollande, de partout dans le monde, et souvent, ils ne sont même pas capables de vous dire d'où est-ce qu'ils viennent, les graines. Donc, c'est très, très différent, une compagnie artisane et une compagnie de revente. Donc, il y a des variétés, étonnamment, dans tout ce qu'on propose pour faire valoir un peu notre travail. Des fois, c'est très fragile, la survie d'une variété. Et comme, entre autres, moi, il y a, je sais pas, 15 ans environ, j'ai eu des graines de haricots petits carrés de camp. Et ça n'a jamais vraiment décollé, j'en vendais pas beaucoup, c'était pas très populaire. C'est un haricot quand même assez différent des autres haricots grimpants, qui est très, très ondulé, un peu comme les frites ondulées, là. Et puis un jour, je me suis mis à avoir plein de commandes de Normandie. Donc, quand c'est en Normandie, dans le Calvados, une région d'où viennent beaucoup de nos familles souches ici au Québec. Et je me suis rendu compte que ce haricot de tradition normande, qui avait été très populaire du 19e siècle jusqu'aux années 60, qu'on pouvait retrouver sur les marchés en Normandie jusque dans les années 60, bien, aujourd'hui, on ne peut plus le trouver. Puis les Normands n'ont pas de source pour acheter des semences de leur variété. Donc, il faut qu'ils viennent en acheter à Kamouraska, bien, par Internet. Mais je veux dire, c'est quand même fou qu'une variété devienne... si moi j'étais mort dans un accident d'avion, ou je sais pas moi, puis où ma maison passe au feu avec les graines, bon, une chance, j'ai des clients qui en ont peut-être, qui font des tables d'échange de semences, mais donc la survie d'une variété peut être très fragile quand c'est juste une compagnie qui la vend. De là, l'intérêt des citoyens de participer, en fait. Entre autres, les haricots, soit dit en passant, c'est dans les semences assez faciles à sauvegarder. Là, c'était une fiche du site de Slow Food que je vous ai montré, parce que le haricot est inscrit comme produit de choix sur Slow Food. Donc, dans les années 80, moi, j'ai travaillé un bout de temps à New York, et puis une des premières choses que je faisais en arrivant à l'épicerie, c'est d'aller m'acheter des chips de maïs bleu. Donc, on en a maintenant partout au Québec dans les épiceries, mais dans les années en 84, il n'y en avait pas. On ne trouvait pas ça au Québec. Et puis, donc, par après, j'ai compris que ce maïs-là, c'était une variété en voie de disparition, qui a été rendue plus populaire par des petites compagnies comme nous, dans des événements exactement comme ici, avant qu'une compagnie ne juge ce maïs-là digne de faire un produit commercial et qu'il l'a commercialisé. C'est ce que je mangeais dans les années 80. Puis là, bien, en 30 ans, non, on est en 40, bien, presque 40 ans, c'est rendu, boum, il y en a partout. Il y en a partout. On va à Saint-Glinglin, il y a des chips de maïs bleu. Alors, c'est fou comment ça peut partir d'une survie très fragile à une explosion commerciale qui sécurise la survie d'une variété. Il y a des théoriciens qui disent que c'est les plantes qui nous manipulent pour les faire se déployer et puis assurer leur survie. Donc ça, c'est quand on fait une petite recherche sur Internet sur les chips de maïs bleu, on en trouve pas mal des compagnies aujourd'hui, alors qu'avant, c'était une rareté. Donc, il y a aussi tout un travail de création. Donc ça, c'est des variétés ancestrales de peuples autochtones qui ont été repopularisées, mais il y a aussi tout un vent de création et beaucoup plus fort aux États-Unis parce qu'on peut faire plus ce qu'on veut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en Amérique du Nord. Donc, il y a des campus universitaires comme celui de l'Université Cornell à Ithaca, dans l'État de New York, où travaille Michael Mazurek, qui est un campus où il se passe bien des belles choses dans le monde des semences. Puis il y a assez de cohésion dans le monde anglo-saxon et américain qu'ils ont développé très tôt des événements qui liaient les chefs cuisiniers avec les généticiens et les gens qui font pousser les légumes pour créer une espèce de réseau de collaboration, de sélection de variétés, pour créer des nouvelles variétés pour des nouveaux intérêts d'aujourd'hui. Donc, c'est bien beau les variétés anciennes, mais dans le même esprit que les variétés anciennes, on peut recréer ce plaisir du goût et puis créer des nouvelles combinaisons de saveurs et de textures et de poésie, pourquoi pas, pour le futur. Donc, un chef a mentionné l'envie de faire une crème glacée au piment habanero, mais il ne voulait pas que la crème glacée brûle la gorge. Donc, Michael Mazurek a réussi en 13 générations à enlever le piquant du piment habanero tout en conservant le côté aromatique. Donc, il a créé le habanada,
Nada pour rien, pas de piquant. Donc, c'est un très beau piment de type habanero qui est plus du tout piquant. Donc, ici, plus proche de nous, on a la ferme Tournesol, Coop Tournesol, qui a créé, je ne me souviens pas combien de générations, ce magnifique radis noir à chair rose flash. Donc, les radis noirs, pour ceux qui ont déjà goûté, c'est le radis d'hiver le plus piquant au goût. C'est un radis qui est vraiment assez piquant et bon, moi j'adore ça, mais c'est pas pour tout le monde. Et la chair est blanche d'habitude. Alors que les radis à chair rose, ben c'est sexy, là, tout le monde veut avoir ça sur l'assiette, c'est comme vraiment plaisant. Donc, Dan Brisebois de Coop Tournesol a réussi à adoucir de beaucoup le goût du radis noir tout en lui conférant cette magnifique couleur. Donc, tout de suite, là, sur Instagram, c'est parti en flamèche. Et donc, maintenant, avec les outils qu'on a de réseautage, ben, c'est beaucoup plus facile de populariser une variété vite. Et donc, je tenais à souligner, c'est un très beau travail qui se fait quand même sur plusieurs années avant de pouvoir en vendre les graines. Et puis même si, je crois qu'ils les vendent cette année, mais il y a encore un petit niveau d'instabilité. Ça, c'est des choses que l'industrie ne permet pas. Cette instabilité, cette variabilité génétique, tandis que sur un mode plus artisanal, on peut, en avertissant nos clients, leur dire, écoutez, il va y avoir un radis sur 50 à peu près, qui sera peut-être pas de la bonne couleur, mais c'est si grave que ça. Bon. Bien, dans cette même veine, moi, je suis en train de travailler un radis tout à fait différent, donc vraiment plus proche des races primitives locales dont je vous ai parlé dans le passé. Donc, je l'appelle tout simplement radis d'hiver de fantaisie verte à violette. Alors ça, c'est toute la même variété, les couleurs que vous voyez dans l'assiette de radis. Donc, ils ont toutes des petites subtilités, mais ça reste tout un radis qui se cultive de la même façon. Mais je dirais que c'est un sac à surprise. Quand on sème ça, on a soit du vert, du rose ou du violet. Il va en avoir des un peu plus piquants, des un peu plus doux. Donc ça, c'est quelque chose que je dirais qu'on peut se permettre de faire un peu grâce à l'apport de la côte ouest américaine, cette espèce de frivolité avec la génétique pour ramener quand même une notion de plaisir dans l'autosuffisance alimentaire. Au même moment, dans le mouvement qu'on appelle le Modern Land Race Movement aux États-Unis, Joseph Lofthouse est un des acteurs principaux. Je ne vous montre pas une photo de lui, juste une photo de son Land Race de courge musquée. Donc la courge musquée, c'est ce qu'on appelle la plus communément la butternut, qui est issu, en passant, d'un patrimoine iroquois de la région montréalaise, issu de la variété Canada Crookneck, qui est excellente. Donc, on a développé avec le temps des variétés plus droites, parce qu'on semblait trouver que pour l'industrie, le côté cou tordu était moins pratique. Et, mais il n'y a aucune des variétés qui est aussi savoureuse que la variété d'origine, que la variété iroquois Canada Crookneck. Donc, Joseph Lofthouse a tenté de recréer une espèce de variabilité en semant et en laissant s'intercroiser toutes les courges musquées, plusieurs courges. En fait, j'ai la liste ici. Donc, il dit, en anglais, il sélectionne pour des critères précis. Il sélectionne pour de 5 à 15 livres. Jaune à orange, la couleur de la chair. Donc, avant de prendre les graines, on peut ouvrir la courge, y goûter. Donc, on peut choisir les individus dont on veut les graines. Donc, c'est tout à fait le contraire de la sélection génétique de l'industrie. C'est une sélection très artisanale basée sur l'ouverture aux possibilités, où on fait toujours juste resserrer le champ des possibles en enlevant ce qu'on ne veut pas. Donc, on peut rajouter des critères, mais chacun de vous peut faire des sélections selon vos critères à vous. Donc, c'est quand même très intéressant que ce type de travail se retrouve dans le commerce au 21e siècle, qui est quelque chose qui ne se trouvait pas avant. Donc, plus proche de nous, parce qu'il faut si on veut avoir un peu de questions, de période de questions, on a quand même d'autres organismes, on parle des graines potagères, tout ça, mais il y a des organismes qui s'intéressent aux grains, aux céréales. Donc, le goût du grain, si jamais ça vous intéresse, le blé, le seigle, l'épeautre, c'est un événement qui a lieu, c'est à Montréal, si je ne m'abuse, peut-être qu'il y a un volet à Québec aussi. C'est des gens qui se regroupent pendant 2-3 jours juste pour parler de grains et faire parce qu'il y a des gens qui vont développer des nouvelles variétés de grains panifiables et il y a donc des tests d'évaluation et c'est sûr que si on cherche la digestibilité pour les gens qui ont des problèmes à digérer, mettons le blé ou tout, ça peut mener à des projets de sélection génétique très intéressants. Je voulais souligner le travail de Rowan White. Donc, Rowan, c'est quelqu'un qui vient d'Akwesasne.
Et donc, la communauté Mohawk est encore très... je voudrais souligner que le milieu des semenciers est un des rares milieux où il y a une espèce de solidarité avec les peuples autochtones sur un terrain d'égalité dans des événements où tout le monde a la parole et puis on est en général assez redevable à eux pour presque toutes nos courges, nos haricots, nos maïs, entre autres, mais aussi pour leur esprit avec lequel ils parlent des plantes. Rowan, elle a un doctorat, une maîtrise ou un doctorat en biologie végétale d'une grosse université américaine, mais elle parle de tout ça avec sa sensibilité Mohawk. Et c'est très beau de voir le pont entre la connaissance scientifique, puis je crois que c'est là qu'on va survivre dans ce genre de pensée-là, qui est une pensée presque totémiste d'une part. Le maïs, c'est leur sœur. Donc, c'est... Parce qu'à force de jardiner, on se rend compte que c'est des individus avec qui on partage notre vie. C'est pas des produits, c'est pas des personnes inertes. Moi, comme je fais quand on fait de la graine de carotte, on sait que les carottes vont avoir des relations sexuelles pour donner des graines. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ça reste des individus capables d'avoir des relations sexuelles. C'est pas juste quelque chose qui va aboutir dans notre assiette. Donc, la pensée de Rowan est très importante. Elle donne souvent des conférences. Si jamais vous la voyez apparaître dans votre fil d'actualité, intéressez-vous à ce qu'elle fait. Alors, vite, pour finir, on a Sème l'avenir qui est Sème l'avenir, anciennement USC Canada. Il y a des organismes qui nous facilitent la tâche en créant du réseautage, du maillage, parfois en débloquant des fonds pour subventionner des projets de réseautage de semenciers pour qu'on améliore nos connaissances, qu'on fasse venir des experts d'autres pays, de d'autres régions pour venir nous aider à améliorer notre professionnalisme. Donc, Sème l'avenir travaille sur, je ne sais pas si c'est sur tous les continents, mais ils ont des projets en Amérique latine, en Amérique centrale, en Afrique, toujours dans le but de redonner l'autonomie alimentaire au peuple. Très, très intéressant. Et pour en finir, le dernier, Gardien de semences, c'est un organisme qui facilite l'approvisionnement des restaurateurs avec les producteurs, mais qui a un programme en aparté qui s'appelle Gardien de semences, c'est un programme qui va faire où on propose une vitrine de variétés du patrimoine végétal, une vitrine d'adoption, si on veut. Donc, il y a des chefs qui vont choisir d'adopter telle ou telle variété. Et dans le réseautage, il y a un tiers parti qui fait pousser cette plante-là, qui va se retrouver sur la table. Entre autres, pour donner un exemple, l'an passé, ma betterave blanche a été adoptée par le chef de l'ITHQ, l'Institut du tourisme et hôtellerie du Québec. Et la betterave a été cultivée au cégep de Victoriaville par les étudiants en culture biologique. Donc, c'est intéressant parce que ça inclut plus de personnes que le simple rapport économique d'acheter une graine, la faire pousser, la vendre. Quand vous prenez un potage de betterave au restaurant, c'est rare qu'ils vont vous dire le nom de la variété. Donc, ça peut arriver dans certains cas comme piment d'Espelette ou Goria, certaines variétés, les grandes vedettes, mais en général, on a peu de sensibilité aux variations génétiques d'un légume à l'autre. Alors qu'un potage de carottes blanches de Kützingen va goûter le pain d'épices, alors qu'un potage de Nantaise, ça va être beaucoup plus sucré, doucereux. Ça peut être très, très différent d'une variété à l'autre. Alors voilà.